Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre. Aujourd'hui, ce petit impromptu pour proposer un commentaire sur les résultats des élections européennes suite à un certain nombre de demandes de gens qui sont venus sur ma chaîne me dire « Écoute, ça serait sympa de nous en parler. » Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux en dire du résultat de ces élections européennes? Je vous propose de balayer partie par partie, c'est le plus simple. Bon, la République en marche. Je crois que c'était évident que leur objectif principal, c'était de tuer les Républicains. Parce que ça fait de Macron pour 2022 le sauveur du bourgeois apeuré par le risque du pire. Donc objectif atteint. Cela dit, la République en marche a eu chaud. Ils ont perdu une partie de leur électorat flottant venant de la gauche, essentiellement les jeunes un peu idéalistes, utopistes, pas très politisés, qui se sont fait avoir par Macron en 2017, et qui là visiblement ont commencé un peu mieux à comprendre à qui ils avaient affaire, donc ceux-là ils sont allés voter écolo souvent. Mais ce qui a sauvé Macron, c'est qu'il a récupéré le vote d'un certain électorat bourgeois légitimiste, qui votera toujours pour le parti de centre-droit qui incarne le système en place, parce que c'est ça qui permet de sauver la rente et nos retraites, eh oui, oui, bien sûr. Voilà, bon, c'était prévisible finalement a posteriori, et on voit bien que s'il ne se prend pas une catastrophe économique, une explosion en désordre de la zone euro, un truc qui remettrait fondamentalement en cause les données du problème, Macron a de bonnes chances en 2022. Autant dire que pour la France, ça sent le sapin et que dans quelques jours, je ferai une mise à jour de mes prévisions suite à, vous savez, mon petit système de prévision là, en fonction des scénarios de mon bouquin Voir Macron. Autant dire que le scénario de la mort douce revient en force. Bon, le Rassemblement national, bon, d'abord il faut être clair, j'ai rien contre eux, je leur reproche rien d'ailleurs, mais assumer le programme qu'ils ont assumé en général en prétendant qu'ils pourraient faire ça sans que ça fasse péter la zone euro, c'est une plaisanterie. Ça n'existe pas. Donc cette absurdité complète n'a pas nui visiblement au RN. À mon avis, il y a 3 raisons. Bon, la première raison, la principale, c'est que la majorité des Français, malheureusement, ne comprend rien à la question monétaire. Ce qui est fort dommage parce que ça veut dire que les gens ne comprennent pas pourquoi, à ce stade, ils n'ont aucune chance d'obtenir les changements politiques qu'ils espèrent. Bon, mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. L'oligarchie politico-économique verrouille les choses à travers l'instrument monétaire et ça marche parce que le peuple ne le comprend pas en général. Bon. Et puis ce qui se passe aussi au niveau des électeurs RN, c'est qu'ils sont tellement focalisés sur l'immigration que l'euro il passe un peu à côté, quoi. Par ailleurs, il y a aussi un autre phénomène qui a joué, je pense, c'est que comme la République en marche promettait une renaissance européenne tellement fumeuse qu'elle relève carrément du gag, vu l'actualité récente. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai commenté la réponse de Annegret Kramp-Karrenbauer à la lettre de Macron. Bon, on voit très bien que la renaissance européenne, ça n'existe pas, quoi. Dans ce contexte-là, en quelque sorte, je pense que l'irréalisme manifeste des positions du parti au pouvoir a entraîné toute l'élection dans une sorte de monde fictif, virtuel, où tout le monde s'entretient dans le déni de réalité, et dans un contexte comme ça, le caractère légèrement aberrant des propositions du RN a pu passer. C'est-à-dire que, à partir du moment où la République en marche n'avait pas du tout envie de soulever la question de la faisabilité de ce qu'elle-même faisait, elle n'a pas appuyé là où ça faisait mal sur la question de la faisabilité de ce que le RN propose, quoi. Donc voilà, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, donc ça peut passer. Puis une troisième raison aussi, c'est que les souverainistes ont été lamentables, mais alors au-delà de toute expression, avec une guéguerre ridicule Philippot-Asselineau qui a dégoûté une grande partie de leur électorat potentiel. Moi je connais des gens qui sont allés dans l'abstention à cause de ça. Et quant à Dupont-Aignan, alors lui il s'est sabordé pour des raisons pas très claires. Son comportement dans cette élection m'a dérouté. Je pense qu'il avait un coup à jouer, et il l'a extrêmement mal joué. Donc,
comme ils ont été débarrassés de la concurrence des souverainistes, comme on est dans un contexte général de déni de réalité, le RN a pu s'en sortir comme ça, en disant que mais oui, c'est possible, en gros de tout changer sans rien changer, ce qui n'a aucun sens. À la fin, il a un score qui n'est pas grandiose, mais qui est correct, c'est-à-dire que quand des gens ont voté en 2017 et en 2019, et qu'ils ont voté RN en 2017, ils ont revoté RN en 2019 en général. Par contre, il y a quand même une bonne partie de l'électorat de 2017 qui n'est pas allé voter en 2019. Il dirait que c'est pas spécifique au RN. Bref, c'est un RN entre deux eaux, quoi. On voit bien quel petit jeu est en train de se mettre en place. Il faut voir qu'un RN entre deux eaux comme ça arrange tout à fait Macron. Et on peut imaginer une sorte d'ailleurs de jeu de comparse, en quelque sorte, entre une République en marche qui se maintiendrait au pouvoir en 2022, le RN devenant en quelque sorte un parti d'opposition assumant un rôle de comparse, en fait, et recevant en contrepartie un gros gâteau en termes de moyens de survie, quoi, tout simplement, financiers. Un système politique peut se stabiliser sur ces bases-là pendant quelques années, effectivement. Bref, il n'y a pas grand-chose à en attendre, visiblement. Alors, les Verts, maintenant, ils ont fait un très bon score, mais c'est assez fréquent aux européennes. On dirait que les Français croient que, et les Français d'ailleurs beaucoup d'Européens, croient que cette élection est l'occasion d'exprimer des préoccupations écologiques. Peut-être parce qu'elles sont perçues comme pas très politiciennes en termes de politique intérieure. Beaucoup de jeunes non entrés dans la vie active votent écolo, et cette fois-ci encore ça s'est vérifié. Il faut dire qu'il y a une véritable propagande permanente sur cette question. Alors évidemment, des gens qui seraient dotés d'un minimum d'esprit critique se diraient c'est quand même bizarre que des médias entre les mains des multinationales fassent la pub du mouvement écolo. On dirait qu'il y a quelque chose qui est pas très logique là-dedans. Mais les gens se posent pas de questions. Un vote pour les Verts, c'est un petit supplément d'âme, un moyen de faire un geste pour la planète, de se donner le beau rôle. Puis ça remet rien en cause sur le fond. Je veux dire, quand on est un vrai écolo sérieux, on vote pour les héritiers de Wechter, ou alors pour les décroissants. Bon, là, attention, ça devient sérieux. Ça remet en cause vraiment le mode de vie du petit bourgeois qui veut s'acheter son supplément d'âme. Ah non, surtout pas. Lui, il veut le supplément d'âme, mais sans remise en cause de son mode de vie. Bref, électeurs écolos de la tendance des Verts, n'est-ce pas, Yannick Jadot et compagnie, vous me faites bien rigoler. Est-ce que ça pourra servir la vraie question sur le plan politique, c'est est-ce que ça pourra servir de pôle d'attraction pour refabriquer un pudding avec les miettes de la gauche? Moi, franchement, j'y crois pas. Je pense que la gauche est en miettes. Je vois pas comment ils pourront reconstituer un truc. Alors après, on sait jamais en politique, mais là, franchement, ça me paraît très difficile. Bon, les Républicains, là, quand même, on voit l'entrée du cimetière. Hein. Bon, ils ont encore une dernière chance, c'est les municipales. S'ils parviennent à sauver des places fortes, ils pourront peut-être survivre et continuer à emmerder Macron, mais s'ils perdent massivement aux municipales, ça sera fini, je crois. Faut voir que, en fait, les Républicains tels qu'ils sont actuellement définis n'ont pas d'avenir tant que la République en marche existe, parce que la République en marche unifie le centre-gauche et le centre-droit, et comme la vocation des REP, c'était d'unifier le centre-droit et la droite scrogneux, du moment que le centre-droit est capté par En Marche, les REP, il leur reste plus que la droite scrogneux. Donc, en fait, bon, ou bien ils finissent d'aller se vendre à Macron, au meilleur prix, ou bien il va falloir qu'ils trouvent une alliance avec le RN, mais ça paraît difficile pour une bonne partie d'entre eux. Franchement, je les sens très très mal barrés. Si Macron ne trébuche pas sur un accident historique majeur, je pense qu'ils sont morts. Alors on remarquera au passage le vote à la fois parfaitement prévisible et parfaitement consternant d'un certain électorat catholique bourgeois. Je me souviens de certains de mes amis, je ne les nommerai pas pour ne pas retourner le couteau dans la plaie, qui me disaient encore récemment « Ah mais l'électorat bourgeois, cette fois, il a compris, et il va pas se faire avoir une deuxième fois. Non, la manif pour tous, la droite scrogneux, Versailles, Rambouillet, tout ça. » Mon pauvre vieux, je crois qu'on est fixé là, hein, c'est bon.
Ah bah oui, c'est comme ça. Alors je peux quand même remonter un peu le moral à mes potes cathos, en leur disant qu'en l'occurrence, le bourgeois catholique ici ne fait que converger vers le bourgeois protestant, lequel est allé voter Macron dès 2017, quoi. Hein, donc il n'y a pas de... Voilà, ça confirme simplement que dans bourgeois catholique, le mot important c'est bourgeois. Bon. Quoi d'autre? Bon, ben... Je pense que du point de vue des mecs du RN, évidemment, la question qu'ils doivent se poser, c'est que deviendra l'électorat de la droite scrogneux si les REP finissent d'imploser. C'est là qu'on a vu surgir Marion Maréchal Le Pen. Coucou, c'est moi, je reviens, surprise. Ah, bon, on verra ce qui en sortira. Enfin, tout ça est comique, quoi. Je veux dire, quand on regarde la gravité de la situation, parce qu'il faut pas oublier que ça va très très mal, en fait. Hein, on danse sur un volcan, là. Et qu'on voit tous ces petits jeux politicards, on a vraiment envie de rigoler, quoi. Bon, quoi dire sur le reste? Bon, la gauche, dont je vous disais, éparpillée façon puzzle. Bon, regret perso que le PS ait passé la barre des 5%. Ça aurait été plaisant de voir ce truc débarrasser le paysage. Puis au moins, ça aurait fait du propre, quoi. Bon, là, ça va traîner. Satisfaction de voir que la France insoumise paye son incohérence permanente, parce que moi, j'aimais bien Mélenchon, par certains côtés. Mais ce qui m'énervait chez lui, si vous voulez, c'est que le mec venait parler de république, de laïcité, de personnalisme, de souveraineté, pendant qu'il était évident qu'une partie de ses troupes était complètement dans le discours deuxième gauche, communautarisme tous azimuts, avec en vue, du côté de Clémentine Autain, des revivals hors saison de la défunte gauche plurielle, quoi. Bon, à la fin, qu'il reste plus grand monde dans un parti qui a révélé cette absence de contenu stable et solide, bah c'est une bonne nouvelle, quoi. J'espère qu'ils pourront pas rebondir parce que voilà quoi je veux dire. Une gauche réellement républicaine au vrai sens du terme, pourquoi pas? Je veux dire, c'est une tendance politique qui a des raisons d'exister dans l'histoire de France, qui est légitime. Mais ce machin qui ressemblait plus à rien, c'est tout, ça ressemble plus à rien, quoi. Quoi d'autre? Alors au niveau des petits partis, j'ai relevé avec délectation que le parti animaliste avait, grâce au chaton sans doute qui figure sur son tract, fait plus à lui tout seul que tous les partisans du Frexit réunis. C'est-à-dire qu'en fait, quand on analyse la situation, ce que veut la majorité des Français n'est possible que si on remet en cause fondamentalement le fonctionnement de l'Union européenne. C'est-à-dire il faut une rupture franche. Ou on sort, ou on fait péter le truc, mais il faut une rupture franche. C'est évident, absolument évident. Et en fait, les mecs qui ont proposé la rupture franche ont fait moins qu'un parti dont l'argument, en gros, c'est j'ai un chaton sur mon tract. Je veux dire, à un moment où il n'y a pas de changement politique possible sans retour à la pleine souveraineté, c'est carrément comique, quoi. Je veux dire, ça révèle une situation vraiment, mais, je veux dire, j'interprète le vote des Français, en fait, comme un mélange d'ignorance des vrais enjeux, de déni de réalité par lâcheté, malheureusement, souvent, et surtout comme un symptôme de plus de la dépolitisation générale et de la baisse du niveau. Je crois que le marketing politique a fini de tuer la politique au sens noble du terme. Il reste que des clientèles électorales mues par des considérations minables. En gros, les boomers votent pour leur petite retraite, les jeunes pour le climat ou les animaux parce qu'ils savent pas quoi voter, et parce que c'est un idéalisme à la portée des caniches, n'est-ce pas? Les bourgeois votent pour que surtout rien ne change, et les prolos votent pour que ça change, mais enfin pas trop quand même. Donc, je veux dire, à un moment, il faut pas se mentir, on va être honnête, ça pue l'esprit munichois, je veux dire. C'est une France qui vendra son siège à l'ONU contre 2 ans de déficit budgétaire, et qui renoncera à relever ses frontières pour ne pas se faire dire qu'elle est fasciste, quoi. Donc dans le monde d'aujourd'hui, on en a parlé, on a vu les revues d'actualité. Dans ce monde dur où les Américains contre-attaquent, où les Chinois rusent, où c'est le monde de Poutine, de Trump. Cette France-là, pour moi, franchement, elle pue le cadavre. En 2007, j'avais écrit un bouquin où je disais, en gros, si les Français veulent survivre, il va falloir qu'ils se révoltent. J'ai l'impression qu'ils se révolteront pas, et que donc on va crever. C'est l'impression que ça me donne. En même temps, je vais vous dire, en fait, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Je veux dire, depuis mai 2017, moi, je suis convaincu qu'on est sur l'autoroute de l'enfer et qu'on a passé la dernière sortie.
Maintenant, c'est Highway to Hell. Je veux dire, il se passera quelque chose quand on percutera le fond. On va juste continuer à glisser jusqu'au moment où on va toucher le fond. Ça va faire mal d'ailleurs, mais c'est comme ça. Voilà. Donc sinon, quoi d'autre? Ben, en conclusion, juste un petit mot pour les deux têtes de liste pour lesquelles j'aurais pu voter. Messieurs Philippot et Vauquelin. Puisque c'était mes deux seuls, à mon avis, qui avaient un discours qui me donnait pas l'impression qu'on me prenait pour un con, quoi. Donc j'aurais pu voter pour eux. J'ai voté d'ailleurs pour Philippot, en fait j'ai tiré au sort. C'est tombé sur Philippot, hein, c'était pile ou face. Bon bah s'il vous plaît, messieurs Philippot et Vauquelin, est-ce que vous pourriez simplement, maintenant au point où on en est, arrêter la politique? Non, je veux dire arrêter. Parce que une fois qu'il y aura plus aucun candidat assumant la rupture franche, alors que la rupture franche est la seule solution, les gens comme moi, on pourra enfin passer à autre chose et dire bon bah ok, la politique intérieure c'est mort, on perd plus de temps avec ça, c'est juste un sketch, et on se prépare pour le moment où à nouveau il va se passer des choses, c'est-à-dire le moment où le train va arriver à destination. La prochaine note de lecture sera quand même celle que je vous avais annoncée, et cet impromptu est venu s'insérer entre les deux. Ce sera Men on Strike, de Madame Helen Smith, sur la grève des hommes américains. Donc, très intéressant. Et je vous dis donc, à bientôt!